Oui, à cet âge, il y a, vous savez, des amis qui meurent et quand ça arrive, on y pense. Un chalet en bois est suspendu au-dessus de l'Atlantique. Ses fondations ne touchent donc plus la terre. À Montauk, la retraite de Paul Simon, perchée sur une falaise, a été déplacée d'environ 25 mètres vers l'intérieur sur des poutres en acier, parce que l'océan grignotait 15 centimètres de la falaise chaque année. Jusqu'à ce que le cottage ne se retrouve plus qu'à 3 à 6 mètres du bord, avec 3 hectares de terrain en bord de mer, une maison principale et des dépendances perchées au-dessus de l'eau, et soudain le refuge paisible du grand auteur-compositeur devient un projet d'ingénierie d'urgence. Cette image ne reflète pas l'homme que le public a découvert à travers des chansons folk fragiles et des affiches de métro, discrets, intellectuels et petits, même pour une rockstar. Paul Simon a grandi non pas dans un domaine en bord de mer, mais dans une modeste maison mitoyenne en briques à Kew Gardens Hills, dans le Queens, le genre de maison des années 1940 où les conversations des voisins traversent les murs et où l'enfance se déroule dans des rues étroites et sur des terrains d'angle. Son père, Louis, contrebassiste et chef d'orchestre qui se produisait sous le nom de Lee Sims, a apporté la musique dans une maison où sa mère, Belle, enseignait à l'école primaire. Et la stabilité comptait plus que le spectacle. Le premier son qui l'a vraiment hypnotisé n'était pas du tout une salle de concert, mais le baseball à la radio. Les matchs des Yankees flottèrent dans un salon du Queens. Le bruit sec de la batte et la voix de Mel Allen se mêlaient au papier peint de son enfance. Des décennies plus tard, les maisons ont changé, mais le sol sous elles bouge toujours. En 2000, De Simon et sa femme, la chanteuse Eddie Brickell, ont acheté un domaine de 32 acres à New Canaan, dans le Connecticut, pour environ 16,5 millions de dollars, pour ce qu'il a ensuite décrit comme notre propre parc. Une maison principale en briques de 790 mètres carrés datant des années 1930, un étang avec des cascades, des prairies et des bois, ainsi qu'un cottage d'invités de 220 mètres carrés. Il l'a transformé en studio d'enregistrement où il a réalisé ses 4 derniers albums. C'était tout le contraire de ces rues étroites de Queen qu'il arpentait autrefois, un transistor à la main. À New Canaan, il pouvait falloir une demi-heure rien que pour faire le tour de la propriété avec les chiens ou jouer à la balle dans le jardin avec leurs 3 enfants. Sur le papier, cela ressemble à la plus belle des réussites. Le diplômé d'anglais du Queen's College, promotion 63 s'offrant un parc privé avec un lac, le studio et des terrains assez grands pour des parties de baseball en famille. L'immobilier n'est que rarement un simple signe de réussite pour Paul Simon, c'est aussi là que les blessures apparaissent. Le domaine de New Canaan n'a pas autant pris de valeur qu'une propriété de luxe devrait. Lui et Brickell l'ont mis en vente en 2019 pour 13,9 millions de dollars, déjà en baisse par rapport à ce qu'ils avaient à me payer. En 2002 et en 2022, il s'est vendu pour environ 10,8 millions, soit presque 6 millions de moins que le prix d'achat initial. Peu après, la maison où les enfants de Simon ont grandi a été démolie pour diviser le terrain en 9 lots de lotissement. B. Les fenêtres et étagères de la bibliothèque ont été récupérées, la structure rasée. Pour un homme ayant grandi devant des maisons en briques similaires, séparées de 4 pâtés de maisons, voir le manoir payé par ses chansons disparaître sous un projet immobilier d'autrui avait une amertume impossible à exprimer dans un tableau Excel. C'était un autre rappel que, aussi solide que paraissent les murs, le sol peut toujours bouger sous vos pieds. Mais la terre n'est qu'une partie de sa retraite. Pour comprendre comment vit vraiment Paul Simon, il faut dépasser l'allée et entrer dans le garage. Ça compte vraiment pour lui, un garage. Moins question d'acier et de puissance, plus question de bois et de cordes. Pour la plupart des légendes du rock, c'est ici que l'histoire passe à un montage de supercars. Dans le cas de Simon, le véhicule le plus cinématographique est presque agressivement sans glamour, un pick-up jaune de 1972 à Dallas. Lors de leur premier vrai rendez-vous, Eddie Brickell n'est pas venue en limousine, ni en berline allemande. Elle est venue le chercher à l'aéroport dans ce vieux camion jaune, du genre qui fait plus de bruit qu'il ne ronronne. C'est un détail approprié pour une relation entre un homme dont le plus grand luxe est le calme et une femme qui a autrefois été la chanteuse d'un groupe appelé les New Bohemians. Le vrai signe de richesse pour Paul Simon n'est pas garé dehors, mais posé sur un support à guitare. Depuis le début, il a cherché le son avec la même obsession têtue qu'il réservait auparavant aux statistiques du baseball. Au début de sa carrière, il s'est étroitement associé aux guitares acoustiques Guild, en particulier une F3012 personnalisée à 12 cordes avec un dos et des éclisses en palissandre brésilien fabriquées spécialement pour lui. À la fin des années 1960, cette guitare, aux côtés d'une Martin D28, est devenue son arme de prédilection.
le son résonnant à travers tant d'enregistrements de Simon Garfunkel et de ses débuts en solo. Des années plus tard, tandis que ses pairs vendaient de la tequila ou investissaient dans des clubs de football, Simon s'est totalement investi dedans. Quelque chose de bien plus modeste et précis, un seul modèle de guitare acoustique. Il a collaboré avec la société CF Martin sur l'OM 42 PS, Paul Simon édition limitée, présenté au Winter NAMM en 1997 et fabriqué selon ses exigences précises, un modèle orchestre finement accordé, acoustique, avec des incrustations d'abalone et un manche adapté au jeu en fingerstyle. Quelques centaines seulement ont été fabriqués, les bénéfices revenant au Children's Health Fund, l'association de cliniques mobiles cofondée pour soigner les enfants sans abri et défavorisés. Dans une séquence de présentation de guitare sur CBS, il s'assoit dans une pièce calme et prend un instrument après l'autre sur le support, expliquant comment cette guilde ou cette Martin convient à une chanson particulière, jouant de petits extraits de son répertoire, comme s'il parcourait de vieilles maisons. Au lieu d'une participation technologique d'1 milliard de dollars, l'icône se contente de quelques boîtes en bois dont les tables en épicéa ont foncé après des décennies de grattage. Le contraste avec son histoire d'origine est frappant. C'est le même homme dont le père a un jour enregistré sa chanson d'adolescent, La fille pour moi, auprès de la bibliothèque du Congrès, après qu'il l'ait écrite avec Art Garfunkel au lycée de Forest Hills. Un geste de confiance parentale envers un gamin qui, à ce moment-là, avait plus d'ambition que de moyens. Il a grandi dans une maison où la musique l'a marqué pour la première fois avec le doo-wop du quartier, et non avec des instruments haut de gamme. Aujourd'hui, son garage climatisé abrite des guitares acoustiques vintage et personnalisées. Et toute cette obsession silencieuse pour la sonorité, c'est ce qui a rendu possible une scène qui ne ressemble en rien à une petite pièce remplie de guitares. Par une nuit de septembre 1981, les allées et pelouses de Central Park sont devenues un véritable pèlerinage civique. Le concert gratuit de Simon et Garfunkel à Central Park a attiré environ 500 000 personnes sur la grande pelouse, une foule si immense qu'elle se fondait en une seule forme mouvante vue de la scène. Il ne s'agissait pas seulement de nostalgie, mais d'un concert caritatif pour financer la restauration du parc, alors que New York traversait une crise financière. Les pelouses étaient usées, les bancs cassés, la fierté de la ville en lambeaux, et la liste des chansons remontait à travers l'histoire du duo. Madame Robinson, Le son du silence, Le boxeur, Pont sur des eaux troubles. La performance a été enregistrée, filmée et diffusée en album live et émission TV pour que des millions puissent pas la voir. Deux gamins du Queens qui chantaient autrefois dans un groupe doo-wop appelé les Peptones se tiennent devant un demi-million de personnes dans leur arrière-cour commune. Le garçon qui écoutait autrefois les matchs des Yankees à la radio entendait désormais ces chansons résonner entre les immeubles, la ville servant de chambre de réverbération. Le moment semblait être une conclusion parfaite, mais en dessous, les lignes de faille étaient toujours présentes. Les projets pour un nouvel album de Simon et Garfunkel ont finalement éclaté sous la pression des tensions créatives et des vieilles rancœurs. Les chansons sur lesquelles ils avaient travaillé sont devenues le disque solo de Simon en 1983, Hearts and Bones. Avec le recul, ce concert éclatant à Central Park ressemble moins à une réunion permanente et davantage à la dernière fois où leur collaboration pouvait remplir une scène de la taille d'une ville. Une décennie plus tard, en 1991, Simon est revenu à Central Park sans Garfunkel. Le deuxième concert dans le parc a de nouveau attiré environ 500 000 personnes, cette fois pour un spectacle solo. Cela soulignait un fait frappant. Même sans le partenaire qui complétait autrefois ses harmonies, les chansons et le nom de Paul Simon suffisaient à remplir une ville. À partir de là, la curiosité qu'il avait menée du Queens au Club Folk de Londres l'a emmené encore plus loin. Après quelques sorties discrètes, au début des années 1980, Simon a cherché de nouveaux sons dans les townships d'Afrique du Sud, grâce à une cassette pirate de rythme jive et de chœurs zoulous. Il s'est rendu en Afrique du Sud pendant l'ère de l'apartheid pour enregistrer avec des musiciens locaux, à une époque où les Nations Unies avaient appelé à un boycott culturel du pays. Le résultat, Graceland, sorti en 1986, a fusionné son style lyrique avec le jive des townships sud-africains et la musique chorale zoulou. Des morceaux comme Diamonds on the Soles of Her Shoes et You Can Call Me Owl ne ressemblaient à rien d'autre dans la pop américaine grand public. L'album s'est vendu à des millions d'exemplaires, a remporté des Grammy Awards et révélé Lady Smith Black Mambazo au public mondial. Puis la réaction négative est arrivée. Certains militants ont accusé Simon de violer l'esprit du boycott et d'exploiter les traditions musicales locales à son propre profit.
D'autres, y compris des membres du Congrès national africain et finalement Nelson Mandela, l'ont ensuite accueilli à nouveau, voyant ces collaborations comme un pont plutôt qu'une trahison. À ce jour, Graceland se trouve au carrefour des éloges et des accusations, considéré par certains comme un miracle de collaboration interculturelle, par d'autres comme une étude de cas. En matière de pouvoir et d'appropriation, cette friction vient s'ajouter à une image publique déjà complexe. Sur le papier, Simon est le philanthrope, cofondateur du Fonds pour la santé des enfants en 1987, après avoir visité un hôtel social pour familles sans-abri à New York. L'homme derrière un réseau de cliniques mobiles bleu vif qui a assuré bien plus d'1 million de consultations médicales et servi d'infrastructure d'urgence. Après des ouragans et d'autres catastrophes, il a récolté des millions pour AMFAR, The Nature Conservancy, des causes liées à l'autisme et des fonds pour les enfants sud-africains. Les profils le décrivent comme étant attiré par la pensée de l'altruisme efficace. L'idée selon laquelle chaque dollar donné doit être envoyé là où il peut faire le plus de bien mesurable. Même ses choix d'équipement doublent parfois ses dons. La guitare signature Martin OM42PS, cet instrument de luxe finement accordé portant son nom, a été conçu pour que les bénéfices soient reversés au Fonds pour la santé des enfants. Le compositeur, capable de réunir 1 demi-million de personnes dans un parc, a aussi longtemps financé discrètement des examens pédiatriques pour des enfants qui n'achèteront jamais un coffret de luxe. Si vous voulez voir comment il dépense son capital culturel en public, regardez autant ses scènes que ses maisons. Dans les années 1990, il a joué lors de concerts caritatifs Chartroncha Lettre, Back to the Ranch au Deep Hollow Ranch de Montauk, avec Billy Joel, Jimmy Buffett, Chris Christopherson et les Allman Brothers pour récolter des fonds pour le phare de Montauk. Et lorsqu'il a annoncé ce qui était présenté comme son concert d'adieu, Homeward Bound, The Farewell Performance, pour le 22 septembre 2018, il a choisi le parc Flushing Meadows Corona à Queens et a promis de donner tous ses bénéfices personnels nets du concert à des œuvres caritatives. Flushing. Meadows est à moins de 30 minutes en voiture des rues où Paul et Art ont grandi, près des terrains de baseball et des écoles qui l'ont formé. Il aurait pu finir dans une salle climatisée d'un état fiscalement avantageux, mais il est revenu dans l'arrondissement où il a eu sa première scène ce soir-là. Dans le Queens, Simon a joué un long set mêlant ses classiques en solo, des morceaux moins connus et quelques chansons de Simon et Garfunkel. Eddie Brickell l'a rejoint pour siffler le refrain de « Moi et Julio ». Près du terrain de l'école, il a de nouveau terminé, seul, avec le son de son Solani. Avec le son du silence. Un homme, une guitare, une voix, le même équipement de base qu'à ses débuts. À ce stade, les chansons étaient devenues un patrimoine invisible. En mars 2021, Sony Music Publishing a annoncé avoir acquis l'intégralité du catalogue de chansons de Paul Simon. Tout de The Sound of Silence et Madame Robinson à Graceland et 50 façons de quitter ton amant, couvrant 6 décennies de travail. Le prix n'a pas été divulgué, mais Sony a qualifié cela d'acquisition historique, et Simon a décrit la société comme la gardienne de mes chansons pour les décennies à venir, comme s'il confiait une archive vivante plutôt que d'encaisser un produit. Pour le garçon dont le père avait enregistré une unique chanson d'adolescent à la bibliothèque du Congrès, au cas où cela compterait, le parcours est stupéfiant. Autrefois, le droit d'auteur envoyait une feuille de parole par la poste. Aujourd'hui, le catalogue est un actif d'entreprise qui influence les marchés. Vendre l'œuvre de toute une vie à une entreprise est une forme particulière de luxe à double tranchant. D'un côté, c'est la sécurité pour des générations et la liberté de se concentrer sur des expériences de fin de carrière sans se soucier des futures batailles de licence. Et de l'autre, réaliser que votre travail le plus intime se trouve maintenant dans un tableur, dans une entreprise mondiale soumise à des dirigeants et décisions éloignées que vous ne verrez jamais. S'il y a une tension dans le mode de vie de Paul Simon, c'est cette danse constante entre ce que les chansons lui rapportent et ce qu'il choisit d'en faire, avec ce qu'elles valent. Il ne fait pas qu'accumuler, il continue de construire et de payer, et il regarde parfois ses structures s'effondrer. Le coût le plus personnel n'apparaissait ni sur un acte de propriété, ni dans un communiqué de presse. Il est arrivé un jour sous la forme d'un silence dans son oreille gauche alors qu'il travaillait sur 7 psaumes, le projet de 2023 que beaucoup de fans considèrent comme une méditation continue sur la mortalité et la foi. Simon s'est réveillé et a constaté qu'il n'entendait presque plus de l'oreille gauche. Les médecins lui ont annoncé qu'il avait perdu presque toute son audition.
De ce côté-là, ne lui laissant qu'une infime capacité pour des raisons qui restent obscures, il a décrit sa première réaction comme étant de la colère et de la frustration. Perdre la moitié du champ stéréo, soudainement, c'était comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Les conséquences les plus banales furent les plus dures à encaisser. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus entendre correctement sa propre voix dans une pièce avec d'autres instruments et que les arrangements bruyants pouvaient se fondre en un mur de son. Du côté où il entendait mal, certaines chansons comme You Can Call Me A.L. portées par les cuivres sont devenues difficiles à interpréter dans leur forme habituelle et ont discrètement disparu de ses setlists. C'est le même homme qui, autrefois, a chanté avec son groupe devant un demi-million de personnes sur la Great Lawn, au coucher du soleil à Central Park. Aujourd'hui, dans ses 80 ans, il a dû réinventer la notion même de scène. Il ne s'est pas simplement retiré dans l'amertume. Simon a alors collaboré avec des chercheurs de l'initiative de Stanford pour guérir la perte auditive, testant de nouvelles façons de mettre en scène ses spectacles afin de vraiment entendre ce qu'il faisait. Plutôt que de compter sur des oreillettes standards, il est passé à des retours de scène soigneusement placés au sol et sur les côtés, construisant une sorte de cocon acoustique qui permet à sa bonne oreille de capter ce dont il a besoin sans être submergé. Ces expériences ont nourri ses tournées ultérieures, des spectacles construits autour de 7 psaumes et de versions retravaillées d'anciens morceaux adaptés à ces nouvelles limites sonores. Au lieu de foules de la taille d'une ville sur des pelouses ouvertes, il a choisi des salles de taille moyenne, à l'acoustique raffinée, et a conçu des soirées qui ressemblent presque à des contemplations partagées. C'est à bien des égards l'opposé de l'époque de Central Park. Ce n'est pas un mur de son destiné à une mère d'humanité, mais un homme plus âgé dans une bulle acoustique soigneusement créée, discrètement reconnaissant de pouvoir encore chanter tout court. Sa vie privée a toujours connu cette même oscillation entre bénédiction et blessure. Paul Simon s'est marié 3 fois, d'abord avec Peggy Harper de 1969 à 1975, avec qui il a eu un fils, Harper James Simon, puis avec l'actrice Carrie Fisher de 1983 à 1984, et enfin avec Eddie Brickell, qu'il a épousé en 1992 et avec qui il a 3 enfants, Adriane, Lulu et Gabriel. Le chapitre Carrie Fisher a été mythifié pendant des années. 2 personnes extrêmement discrètes et profondément célèbres, toutes deux aux prises avec leur travail et leur santé mentale, entassées dans un mariage d'1 an que Simon a ensuite décrit comme des erreurs sur des erreurs. C'est une phrase qui ressemble à une parole de chanson, mais qui sonne plutôt comme une confession. Son long mariage avec Eddie Brickell a ses propres contradictions. Elle a raconté que des amis lui avaient déconseillé de ne pas sortir avec lui, le traitant d'arrogant, une réputation qu'elle attribue aux médias, plutôt que l'homme plus discret et vulnérable qu'elle a rencontré. Ce premier rendez-vous dans le pick-up jaune de 72 reste gravé dans sa mémoire. Comme preuve que, quel que soit le label qu'ils portaient en public, leur monde privé a commencé dans quelque chose de discret et sans prétention. Et puis, il y a eu la nuit où la police est arrivée. Le 26 avril 2014, des agents ont répondu à un appel 911 interrompu depuis leur maison de New Canaan et ont arrêté Simon et Brickell pour trouble à l'ordre public. Après qu'une dispute familiale soit devenue suffisamment physique pour alarmer quelqu'un, ils sont arrivés au tribunal, se tenant la main, disant au juge qu'ils se sentaient en sécurité ensemble et décrivant la dispute comme rare, un mauvais moment dans un mariage autrement stable. Les charges ont été abandonnées, mais leurs photos d'identité judiciaire et les gros titres restent aux côtés d'images plus douces. À Wimberley, au Texas, où l'on dit qu'ils passent du temps ensemble dans la région des collines à faire de l'art et de la musique. Cet homme qui collecte des fonds la nuit pour les enfants sans abri est aussi le père d'une fille ayant exprimé publiquement son chagrin suite à la séparation de sa maison d'enfance. Le même auteur-compositeur, dont l'œuvre est une bande-son spirituelle pour des millions, a une ex-partenaire qui évoque leur relation dans des interviews ultérieures, tendues, sans aucun désir de renouer. Ce n'est pas une vie qui se résume simplement à un saint ou à un méchant. C'est un registre de choix, certains généreux, d'autres égoïstes, la plupart simplement humains. Les institutions publiques cherchent toujours des superlatifs pour le résumer. En 2007, la Bibliothèque du Congrès a choisi Paul Simon comme premier lauréat du prix Gershwin de la chanson populaire, un prix récompensant l'ensemble de sa carrière. Pour les artistes dont l'œuvre a profondément influencé la culture, les distinctions s'accumulent, 16 Grammy Awards plus un prix pour l'ensemble de sa carrière. Des intronisations au Rock and Roll Hall of Fame, à la fois avec Simon et Garfunkel et en tant qu'artiste solo, ainsi que le prix Johnny Mercer du Songwriters Hall of Fame. Des enregistrements comme The Sound of Silence et Graceland, conservés dans le registre national des enregistrements. Les musiciens lui témoignent un respect d'une autre nature.
Les magazines de guitare parlent de son jeu complexe en fingerstyle, de la façon dont il a assimilé les techniques du folk anglais pendant ses années à Londres et les a mélangées avec le folk américain, les percussions brésiliennes et le jive sud-africain. Plus tard, des albums ont fait appel à Brian Eno pour sculpter des textures électroniques et se sont inspirés des instruments microtonaux du compositeur expérimental Harry Partch. Ce n'est pas le catalogue de quelqu'un qui se contente de vivre sur la nostalgie, c'est une longue quête, parfois chaotique, de nouveaux sons autour desquels il peut poser sa voix. Toutes les expériences n'ont pas été des réussites. La comédie musicale de Broadway The Cape Man, sa collaboration avec Derek Walcott sur un meurtre commis par un gang à New York en 1959, a été lancée en 1998 et est rapidement devenue un échec retentissant, fermant après seulement 68 représentations et perdant des millions. Pourtant, même cet échec lui ressemble, ambitieux, ancré à New York et attiré par des histoires que peu auraient imaginées sur Broadway. Avec du recul, le mode de vie de Paul Simon ne se limite pas à une guitare, une maison ou une tournée, mais à un schéma. Il ne cesse de construire des choses, des domaines, des albums, des fondations, des collaborations, dans des endroits où le sol pourrait bouger. Une falaise à Montauk qui nécessite qu'on tire un cottage loin du bord, un parc dans le Connecticut qui termine sa vie en devenant un quadrillage de nouvelles allées. Tandis que les chansons qui ont financé tout cela rapportent en fond, une vie de tournée se reconstruit selon ce qu'une oreille abîmée permet encore. Un catalogue vendu à un méga-éditeur, mais dont on parle encore comme de quelque chose qui a besoin d'un gardien. Sous tout cela, il reste encore quelque chose de petit et de tenace. Un gamin dans une maison mitoyenne du Queens écoute un match des Yankees à la radio, et réalisant que la bonne combinaison de sons et de mots peut donner l'impression qu'une ville entière se trouve dans la même pièce. Des décennies plus tard, il possède des maisons qui sont démolies et des chalets qu'il doit faire déplacer. Il donne des concerts d'adieu qui se transforment en nouvelles tournées, il perd des partenaires, l'ouïe et la certitude, et il remonte quand même sur scène. L'Empire agit discrètement, plus perceptible dans les guitares, accordées et les fourgonnettes médicales bleues que dans les yachts ou les soirées en boîte. Mais il est là, gravé dans les falaises de Montauk, les vieux murs des coopératives, les collines du Texas et la musique de fond de n'importe quel supermarché qui glisse encore Graceland un mardi après-midi. Au final, le mode de vie de Paul Simon ne concerne pas seulement sa façon de vivre avec l'argent de ses chansons, mais aussi ce qui arrive quand elles survivent, aux maisons, aux partenariats, même à leurs auteurs, et continuent de jouer pour des enfants dans des appartements ou pour des foules entières. Il ne verra jamais, longtemps après que l'homme lui-même ait quitté la falaise et soit retourné vers l'intérieur des terres.